Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'espère que vos vacances se sont bien passées, que vous êtes bien reposés et maintenant il est temps de revenir au cours. Bon, je vous rassure, on va commencer calme, tranquille. Et en fait, on va reprendre donc la suite du cours, voilà. Et la dernière séance du coup avec le rétablissement de la démocratie. Alors, rappelez-vous, bon oui c'est vrai que ça fait un peu longtemps, enfin je sais pas quand est-ce que vous avez vu les vidéos, sans vous les avez vues hier, terrible. J'espère que vous êtes à jour parce que sinon ça va vous faire plein de choses, donc pensez à vous mettre à jour assez souvent. Donc la dernière fois on avait vu que justement en France en 1942, enfin de 1941 jusqu'à 1943, il y a une résistance qui s'organise. C'est-à-dire que des gens vont s'organiser pour lutter contre le régime de Vichy et contre les nazis. Rappelez-vous, régime de Vichy instauré par Pétain qui, en fait, voyant la défaite française, a décidé de s'allier avec les nazis et avec Hitler. Du coup, les deux se sont formés. Et on a eu affaire alors à deux France, une France libre au sud et une France occupée au nord. Mais en 1942, l'Allemagne occupe toute la France. Et alors se décide une résistance, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui vont lutter contre le gouvernement, justement pour le renverser, qui vont vouloir un coup d'État. Alors, parmi ceux-là, justement, on avait vu que il y en avait un qui se distinguait, notamment Jean Moulin. Donc Jean Moulin qui était vraiment le grand résistant. Et donc on avait vu que justement, il va faire beaucoup de voyages entre la France, l'Angleterre, qui fait le lien, puisque à Londres, en Angleterre, il y a un personnage que vous connaissez, je suppose, De Gaulle, le général De Gaulle, qui lui en fait supervise. D'une part les alliés, donc il essaie de rassembler les alliés, il essaie de rassembler les soldats des colonies pour justement aller combattre contre l'Allemagne. Et aussi il donne à Jean Moulin la responsabilité d'organiser cette résistance à l'intérieur de la France. Donc d'un côté vous avez De Gaulle qui organise les alliés, qui organisent un petit peu tout à droite et à gauche dans le monde, et au niveau local vous avez Jean Moulin. Voilà, donc deux personnages, et ces deux personnages justement vont créer vraiment presque un gouvernement provisoire, une instance politique comme je vous l'ai mis, et voilà. Alors on va voir qu'aussi les actions sont diverses et variées. Donc on va voir que les actions de la résistance, c'est de l'espionnage, c'est aussi des attentats, etc. Et oui, je vous avais aussi mis Marcel Marceau, donc un petit reportage sur un autre justement résistant assez important. Donc vous pouvez très bien l'utiliser dans vos CCF. Alors, séance 3, le rétablissement de la démocratie. Étape 1, l'épuration. Alors en fait, dans cette étape 1, l'épuration, donc vous voyez déjà rien que le mot épurer. Alors, que veut dire justement le mot épuration ? Alors en fait, c'est simple. Qu'est-ce qu'il y a dans le mot épuration ? Il y a pur. Pur. Donc épuration, ça veut dire rendre quelque chose pur. Enfin, du moins dans la conscience. Donc bon, la chose en elle-même n'est pas forcément pure, mais pour vous, elle le sera. Donc épuration, ça veut dire qu'on va tout nettoyer pour que ça devienne propre. Alors, pour ça, on va commencer déjà par un thème 1, en revenant aux résistants, avec thème 1, la reconnaissance en tant que résistant.
Parce qu'avant même d'épurer la population, comme on le verra après, il s'agit aussi de rendre honneur aux personnes qui ont mérité ces honneurs. Et en premier lieu, nous allons commencer par le document suivant, donc interview des historiens Claire Andrieux, Laurent Douzou, par Emmanuel Laurentin et Catherine de Copé. Alors, Emmanuel Laurentin. Le terme unique de résistant recouvre à la fois des périodes et de formes d'engagement et d'action très différentes. Claire Andrieux. En effet, l'espèce résistant est extrêmement diversifiée. Il y a le petit carteron, actif dès 1940, qui va être décimé dans la suite des événements, et dont il en restera très peu de représentants à la fin de la guerre. Il y a ensuite la résistance qui s'organise à partir de 1942, puis celle qui devient un mouvement social à l'échelle nationale à partir de 1943. Et enfin, il y a les résistants du tout dernier moment, ceux que le débarquement allié décide à entrer en action, voire les résistants du mois de septembre. Il y a d'une part, par cette grande variété sur le plan de la chronologie, mais il y a aussi une grande diversité de métiers et d'activités résistantes. Ceux que l'on connaît le plus mal, ce sont les résistants inorganisés, parmi lesquels de nombreuses femmes, ceux qui ont agi de manière ponctuelle, parce qu'ils sont trouvés confrontés à une situation inédite, comme découvrir un aviateur allié tombé dans un champ et devoir trouver une solution pour évacuer vers l'Espagne, par exemple. D'ailleurs, cette situation, on le retrouve dans un film La Grande Vadrouille avec Louis de Funès et Bourvil, qui vont justement devoir faire ça. Regarde-le, il est pas mal. Il est assez drôle. Bon, en plus, c'est Louis de Funès et Bourvil, c'est les grands comiques de l'ancien temps, si je puis dire. Bref. Alors, condenser les informations de la réponse de Claire Andrieux, à l'aide d'un tableau par exemple. Alors, donc, condenser les informations, c'est-à-dire que juste la réponse de Claire Andrieux, je veux que vous me condensiez les informations par rapport aux résistants. Donc, qui sont ces résistants, quand, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment, enfin, une description d'eux, justement, etc. Alors, donc je vous laisse réfléchir à tout ça. Oui, faites un tableau si vous le souhaitez, tout ça, etc. Pour ma part, alors, c'est mon organisation, mais après, vous pouvez l'organiser sous une forme de texte, enfin, comme vous voulez. Mais voilà, moi, je vous le livre tel quel. Donc, j'ai fait un tableau divisé en 3 colonnes avec 4 lignes. Donc, première ligne, 1940, petit carteron, hommes et femmes. Donc, c'est un petit carteron, hommes et femmes, c'est la deuxième colonne. Donc, première colonne, les dates, deuxième colonne, le nom, et troisième colonne, description. Donc, 1940, petit carteron, hommes et femmes, entre parenthèses, et troisième colonne, peu de survivants à la fin. D'ailleurs, ce petit carteron qui a commencé en 1940, il en restait très peu à la fin. En même temps, voilà, c'est quand même un métier, c'est pas le métier le plus sain du monde, hein, c'est quand même assez dangereux. Alors, autre date, 1942. Là, j'ai juste mis résistance. Et en description, organisation provisoire. Ensuite, en 1943, mouvement social, et là en description, solidification de l'organisation. C'est-à-dire l'organisation devient beaucoup plus solide, beaucoup plus concrète. Oui, vous pouvez mettre aussi concrétisation, ça marche aussi. Et enfin, 1944, résistant du dernier instant, et en description, le débarquement. Le débarquement les motive à résister.
Donc voilà pour ces informations. Donc vous voyez quand même qu'on a eu divers résistants. Voilà, il n'y a pas eu en 1940 tous les résistants, paf. Non, c'est venu justement progressivement. Comme je vous l'ai dit, Jean Moulin, il est pas arrivé en France et paf, il a créé la résistance. Non, c'est fait petit à petit. Il a bien fallu avoir les premiers résistants qui ont ensuite eu des successeurs, etc. Enfin voilà, ça s'est fait petit à petit. Et effectivement, vous avez aussi ces résistants du dernier moment. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, le débarquement est fini. Bon, ils se disent, bon, je vais peut-être être utile, je vais peut-être me mettre dans la résistance. Là, il n'y a plus trop rien à craindre. Du coup, en avant Guingamp. Donc c'est ça qui est important de retenir, c'est qu'il y a eu différents mouvements de résistance. Quel est l'impact sur ces différentes classes de résistants? Alors, vous pouvez écrire en petit. Laurent Douzou nous explique que ces résistants, virgule, quels qu'ils soient, virgule, sont réunis autour d'une notion de survivalisme. J'expliquerai après. Point. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, virgule. Ils ne sont pas entravés par des lois, mais le danger les guette tout le temps. Point. Pour le petit Carteron, virgule, ils ont vécu pendant 4 ans dans une atmosphère pleine de tensions. Point. La, entre guillemets, démocratie ordinaire, fermez les guillemets, va les brusquer dans le sens où des règles, virgule, des comportements ne seront plus du tout les mêmes. Point final. Alors, comme je vous l'ai dit au début, donc, on nous explique que justement ces résistants, comme je vous l'ai mis, ils sont réunis autour d'une notion de survivalisme. Qu'est-ce que le survivalisme? C'est très simple. Dans le mot, qu'est-ce qu'il y a? Survival. Survival. Donc survivre. Survivalisme, c'est tout simplement le fait de survivre. Voilà, Koh-Lanta, c'est une émission de survivalisme. Ou pas. Bref. Donc, voilà, les résistants, ils sont vraiment dans cette notion de survie. Et ça va bien se sentir parce que justement, voilà, tous les jours, ils sont obligés de survivre pour manger, pour vivre et surtout aussi pour faire leurs actes. C'est-à-dire quand il s'agit d'espionner ou alors d'aller faire un attentat, d'aller dévier un train ou des choses comme ça, ils risquent leur peau. C'est-à-dire s'ils se font choper, au mieux ils se font tout de suite tuer, au pire ils se font torturer puis tuer. Et il doit même encore avoir quelques petits trucs. Mais voilà, ils risquent vraiment leur peau. C'est pour ça que là, on parle vraiment de survivalisme, de survie. Et justement, en fait, c'est ça le problème pour ces résistants, c'est qu'ils ne vivent plus, ils survivent. C'est-à-dire qu'ils sont pas tranquillement chez eux, voilà, et un coup, ils se disent... Bon, et 18h, allez, on va aller faire péter un train. Non, ils sont toujours dans la peur de se faire choper, la peur justement qu'on les balance tout simplement, parce que le voisin qui vous a vu sortir à 18h30 et que une demi-heure plus tard il y a un feu, voilà, il est pas con, le voisin, il va se dire, c'est un résistant. Tous les coups, il pouvait très bien aller voir la Gestapo et leur dire oui, mon voisin est un résistant, tuez-le. Voilà, et la Gestapo surgissait tout d'un coup. Et c'était, voilà, ils étaient dans une ambiance vraiment horrible. Enfin, vous imaginez, vous êtes tout le temps obligé de surveiller vos arrières, vous ne faites confiance à personne.
Parce que bon, voilà, on vit dans des moments difficiles, n'importe qui peut être un espion, et l'espion peut être très bien un espion infiltré, enfin un double espionnage, et ça part en live. Et voilà. Alors après, comme je vous l'ai dit, donc il y a toujours cette tension. Après, il y a aussi cette liberté. C'est-à-dire, à contrario, justement, les résistants sont parfaitement libres, quelque part. Et attention, libres de toutes les lois. Ils peuvent tuer, s'en foutent. Enfin, voilà, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Justement, s'ils veulent aller squatter, voilà, un immeuble, enfin, un appart, et tuer le locataire nazi, et après vivre dedans, ils peuvent. Voilà, qu'est-ce qui les en empêche? Ils ne sont plus cernés par des lois. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que certes, bon, ils sont libres, mais ils sont quand même, voilà, toujours à l'affût. Et après, bah, c'est pour ça que le petit carteron du début, voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de survivants à la fin. Ils se sont fait attraper, ou alors, bah, voilà, ils sont partis en live parce qu'au bout d'un moment, vous pétez un boulon. Voilà, mais par exemple, Jean Moulin, lui, a été arrêté. Jean Moulin a été arrêté, puis torturé, et enfin tué, justement. Donc vous voyez quand même que c'est un métier, enfin un métier, non, c'est être résistant, c'est vraiment un acte dangereux. C'est pour ça qu'après on n'a pas non plus, comment dire, on n'a pas discrédité les personnes qui n'avaient rien fait. Parce que c'est vrai qu'au fond, enfin, tout le monde n'est pas un résistant dans l'âme. D'ailleurs, vous avez une magnifique chanson de Jean-Jacques Goldman, né en 19 à Neustadt, qui reprend le fait qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on aurait fait nous-mêmes. Parce que certaines personnes pourront très bien vous dire, ah mais moi j'aurais résisté, moi j'aurais résisté contre les nazis, tout ça. Ouais, j'aurais fait exploser des trains, j'aurais tué des nazis, j'aurais sauvé des juifs. Oui, mais non, non, parce que voilà, c'est quand même quelque chose. On ne se rend pas compte. Nous, justement, à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'on vit quand même dans un pays libre, un pays sain. Ouais, enfin, avec le corona, en ce moment, c'est plus trop sain. Mais bref, vous voyez, un pays en sécurité, à minima. C'est-à-dire aujourd'hui, voilà, vous vous baladez dans la rue, vous n'avez pas peur de voilà, vous faire choper par la police et vous faire taper dessus. Donc bon, bref. Donc vous voyez, à cette époque, c'est vraiment assez dangereux de vivre, d'être résistant. On peut comprendre du coup les personnes qui ne font rien. Et là, justement, on va voir les personnes qui ont été impliquées, mais pas dans le bon camp. Et oui, puisque maintenant nous allons voir le thème 2, punir les collabos. Alors, pour ce faire, on va travailler du coup sur une photo qui s'intitule donc Cérémonie de la tonte. La photographie a été faite par un sombre inconnu en Basse-Normandie en 1945. Alors, que pouvez-vous constater sur la photo? Donc je vous laisse réfléchir, je vous laisse regarder la photo. Qu'est-ce qu'on peut voir? Justement, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Là, il va s'agir de me détailler les personnages, qu'est-ce qu'ils font, où ils sont, enfin, voilà, tout. Tout ce qui peut paraître intéressant. Oui, parce que bon, après, il y a des choses, voilà, je m'en fous, hein, la maison derrière, voilà, rien à secouer. Alors, vous pouvez écrire, en petit, on observe des femmes tondues au premier plan, point. On remarque qu'une femme au centre se cache, virgule, d'autres baissent la tête de honte, tandis qu'une, virgule, à gauche, virgule, pleure, point. On voit également une personne tenant une pancarte, ouvrez les guillemets, le char des collaboratrices, fermez les guillemets. Point.
à la différence des femmes, virgule, un homme joue du tambour sur la cabine du camion, sans doute pour attirer avec deux T, attirer et avertir la population, virgule, attendez, un gros bruit, j'en étais où? Oui, virgule, il semble joyeux et fêtard. Fêtard, ça veut dire qu'il aime faire la fête. Hein. Point. Final. Alors, voilà concrètement ce qu'on a. Donc oui, effectivement, ce sont des femmes tondues. Et donc vous pouvez le voir hein, sur la photo, il y en a beaucoup qui sont, voilà, les premières qui baissent la tête de honte. Une qui est en larmes, l'autre qui, on la voit justement, qui se cache un petit peu dans son col, en mode ne me regardez pas. Et là, justement, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, vous avez le gars qui est à gauche, et qui lui, par contre, est complètement tout content. D'ailleurs, vous avez à droite les femmes qui sont complètement dans le mal, et lui, non, il joue son petit tambour, il est content, il est joyeux. Et voilà, effectivement, il veut avertir la population. On va le voir après pourquoi. Que signifie le terme collaboratrice? Donc vous pouvez écrire en petit. Ces femmes sont des collaboratrices ou, entre guillemets, collabos, fermez les guillemets, virgule, c'est-à-dire qu'elles ont collaboré de manière, entre guillemets, horizontale, fermez les guillemets. Donc là, entre parenthèses, j'expliquerai après. Hein. Coucher plus ou moins régulièrement avec des nazis, virgule, par métier ou pour survivre. Fermez la parenthèse. Ou plus classique, donc par rapport à une collaboration plus classique, entre parenthèses, délation, espionnage, enfin délation, virgule, espionnage, virgule, etc. Fermez la parenthèse, point. Qu'importe la façon, virgule, elles subissent le même châtiment, virgule, la tonte. Point. Alors, effectivement, ces femmes sont jugées comme collabos. Bon, ce mot, vous l'avez sûrement entendu. Aujourd'hui, il est fortement connoté, justement, par rapport à cette période. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand voilà, on dit quelqu'un c'est un collabo, c'est que, voilà, vous voyez, il y a cette... comment dire, il y a ce mot implicite qui veut dire que vous êtes quelqu'un de méchant, bon, ou que, voilà, de lâche, etc. Et à cette époque, justement, collabo, ça veut dire beaucoup de choses. Quand on dit quelqu'un que c'est un collabo à cette époque, c'est-à-dire qu'il a fréquenté des nazis. Fréquenté, justement, comme on peut le voir, de différentes manières. Donc effectivement, vous avez la collaboration de manière horizontale. Oui, parce que, voilà, quand on couche avec quelqu'un, on est horizontal. Et donc horizontale parce que justement, voilà, on va juger collabo des femmes qui vont coucher avec des hommes nazis et parce que c'est leur métier de prostituer ou pour survivre. Mais ça, j'en parlerai à la fin. Alors, et aussi, donc, il y avait une collaboration plus classique, donc avec la délation. La délation, c'est le fait de balancer quelqu'un. Voilà, c'est le mot... j'ai perdu le mot. Soutenu, voilà. C'est le mot soutenu de balancer, si vous voulez. Donc la délation, l'espionnage pour les nazis, hein, on s'entende. Voilà, c'était un petit peu le côté obscur face aux résistants. Et voilà, dans tous les cas, vous preniez cher, on rasait la tête des femmes. Alors, pourquoi les mettre dans ces chars de collaboratrices?
Donc je vous laisse réfléchir. Pourquoi est-ce qu'on mettrait des femmes justement dans des chars, enfin dans des camions comme celui que vous avez sous les yeux? Parce que oui, les femmes là sont dans un camion. Et voilà, ils circulent dans les villages, mais pourquoi, à votre avis? Donc vous pouvez écrire. Il s'agit avant tout de les humilier le plus possible, virgule. Il faut les punir pour leur, entre guillemets, crime. Point. Quelques hommes seront tondus, mais ce n'est rien à côté des 20 000 femmes environ qui seront tondues à travers la France. Point. Les mettre dans des chars, virgule, permet de les humilier publiquement à la vue de tous. Virgule, l'homme au tambour attire alors le regard sur ces femmes. Point final. Alors, beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, ce qu'on pourrait... Pardon, il y a eu une petite coupure. Donc, comme je vous le disais, justement, oui, certaines d'entre vous, si on était en cours, me crieraient, hurleraient, mais où sont les hommes? Les hommes aussi ont été tondus? Et je vous dirais, non. Enfin, si, il y en a eu qui ont été tondus, mais c'est très rare. Parce que bien sûr, bah oui, sur qui on va s'en prendre pour un petit peu, comment dire, je perds mes mots aujourd'hui. Enfin, sur qui justement on va se venger? Sur les femmes. Et malheureusement, justement, parce que voilà, l'homme va se dire, oui, c'est la faute de la femme, bien sûr. Voilà, et du coup, c'est pour ça que 20 000 femmes vont être tondues en France. Et ces femmes-là, une fois tondues, alors il y a toutes sortes de processus. Hein. Soit on les met dans des camions et voilà, comme le montre la photo, et justement on fait tourner le camion dans la rue à la vue de tous, comme ça tout le monde pouvait leur jeter des tomates, les crier, leur cracher dessus. Et justement, je vous mettrai un lien YouTube. Et si j'y pense pas, c'est Jean Rochefort, donc un grand acteur, Jean Rochefort qui justement parle de ces femmes. Et justement, l'homme là que vous avez sur la photo est là pour attirer la foule avec son tambour pour dire oyez, oyez, braves gens, les collabos, voici les collabos. Alors, justement, alors là la question, bon, j'y réponds, mais voilà, vous pouvez donner votre avis aussi, enfin voilà, écrire votre avis, voilà. Et réfléchir justement à vous. Que pensez-vous de ce traitement? Est-ce que vous le pensez normal, pas normal? Alors, pour ma part, justement, là comme je vous le mets dans la question, il faut juger les collaborateurs. Ça, voilà. Des gens ont été collabos avec des Allemands, ils ont voilà, fait des choses avec des Allemands, que ce soit des informations ou coucher avec, etc. Il y a eu une relation avec l'ennemi. Du coup, voilà, les juger et non les punir. Parce que là, en fait, ce qui va se passer en France, c'est que le peuple va s'imposer comme tribunal. C'est-à-dire, il va pas avoir des jugements devant des tribunaux, tout ça, avec des juges. Non, non, le peuple, il va décider. Toi, t'as collaboré, pim, on te tombe. Et en fait, c'est pour ça que ça va être, comme je l'ai mis dans le titre, une épuration. C'est-à-dire, ça va vraiment, voilà, le peuple veut épurer, il veut rendre pur, voilà, il veut enlever toute cette crasse nazie de ces femmes. Et quoi de mieux que justement enlever les cheveux, parce que le cheveu ici a une fonction très particulière. C'est-à-dire que justement on se dit voilà en les tondant, on leur enlève leur comment dire leur péché, le péché d'avoir copulé, d'avoir collaboré avec des Allemands. Et en même temps ça fait office de punition pour ces horribles femmes.
Alors, après, en fait, l'avantage d'un jugement, c'est que ça aurait pu permettre de voir qui a vraiment collaboré, c'est-à-dire en mode, voilà, donner des infos, enfin, vraiment, vous voyez, collaborer dans le sens de nuire à la nation, et collaborer par défaut. Certaines de ces femmes étaient prostituées. Leur métier, c'est de coucher avec des hommes. Donc forcément, enfin, quand il y a des hommes qui se présentent, voilà, elles ont besoin de ça pour vivre. Donc forcément, elles vont coucher avec des Allemands. Mais ça, à la limite, c'est pas de leur faute. Enfin, voilà, c'est leur métier. De même que, par exemple, celle aussi qui devait survivre, c'est-à-dire des Allemands voilà, qui arrivaient, voilà, et qui imposaient leurs lois. Et qui disaient, par exemple, à une femme, je dis n'importe quoi, ça se trouve n'a pas existé, mais dans la logique, ça aurait pu être comme ça. Après, ça a dû sûrement exister. Mais par exemple, on disait à une femme, oui, toi, va espionner un tel, et voilà, et je te donne de l'argent, ou alors je ne bute pas ta famille. Voilà, des choses comme ça. Vous voyez, on va y aller aussi par, voilà, la peur. Et là, pas de jugement. C'est-à-dire, on prend les femmes, collaborer avec des Allemands. Oui, mais non, on s'en fout. Allez, on te tend les cheveux et humiliation publique. Voilà. C'est pour ça que, voilà, il y a eu beaucoup de cas où en fait vous avez des femmes qui ont été vraiment traumatisées. Parce que justement, Jean Rochefort nous fait part de son témoignage où, étant jeune, justement, il a assisté à cette épuration où vous avez une femme qui était nue, enchaînée, avec son gamin, justement, qui était tenu par les chevilles, comme le dit Jean Rochefort. Voilà, enfin, on est où, quoi? Enfin, je veux dire, certes, c'est pas bien de collaborer, enfin, oui, ok, mais cette femme avait peut-être ses raisons, ou non, mais quand même, une humiliation pareille, c'est inhumain, justement, enfin, c'est horrible. C'est pour ça que, voilà, on voit souvent des images de la France libérée, que la France est contente, tout ça, enfin, voilà, tout le monde est content. Oui, tout le monde est content. Mais d'autres femmes vont être vraiment persécutées. Parce que le problème, c'est que là, vous voyez, ces femmes sont juste tondues. Enfin, juste tondues, c'est déjà assez humiliant, surtout qu'en plus, elles sont présentées en public. Certaines, comme je vous l'ai dit, bah, comme le témoignage de Jean Rochefort, étaient enchaînées. D'autres, on leur dessiné des croix gammées, etc. Il y a plein de photos aussi disponibles justement sur Google, si vous voulez travailler dessus pour vos CCF. Mais ici, la condition de la femme, pour en revenir au cours précédent, est vraiment horrible. C'est-à-dire, on s'en prend aux femmes. Les hommes, ouais, voilà, il y en a 2, 3 qui sont entendus, mais c'est tout. Là, vraiment, on veut imposer, vous voyez, notre force, dire, ouais, c'est les femmes qui sont à cause de tout ça. Et du coup, on va vraiment s'en prendre à elles. Et elles vont prendre cher, justement, et comme je vous le dis, 20 000 femmes. Enfin, vous imaginez, hein, c'est pas juste 4 femmes qui vont prendre cher. Non, c'est 20 000 humiliations. Et en fait, le problème de ces femmes, c'est qu'elles vont prendre pour tout. C'est-à-dire, vous savez, les soldats qui rentrent de guerre, qui sont énervés, enfin, qui sont traumatisés, enfin, qui ont vu tout le monde mourir. Vous avez les femmes civiles qui ont vu, ou plutôt qui n'ont pas vu, soit leur mari ou leurs enfants rentrer parce qu'ils sont morts sur le champ de bataille. Enfin, tout le monde est traumatisé par cette guerre, et paf, on souhaite justement déverser toute cette rancœur, toute cette haine, et ces femmes vont malheureusement en subir les conséquences. Alors après, sûrement que parmi ces femmes, il y en a voilà, qui le méritaient, et encore, enfin, voilà, ça sert à rien. Mais je suis sûr que sur les 20 000 femmes, voilà, elles ne méritaient pas ce sort. C'est-à-dire, c'est des humiliations vraiment humiliantes, et ça va les poursuivre longtemps. Parce que vous imaginez, voilà, on vous voit on voit le crâne rasé, on se pose des questions. Aujourd'hui, vous voyez une femme avec un crâne rasé, voilà, vous dites, bah oui, c'est son style. À l'époque, non. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de femme rasée.
De même qu'il n'y avait pas d'hommes aux cheveux longs, il n'y avait pas de femmes rasées. Les cheveux courts, c'était mal vu. Donc les femmes avaient plutôt des cheveux longs. Donc là, voir une femme rasée, on l'identifiait tout de suite. Voir une femme rasée, ah, toi, t'as été collabo. Du coup, bah, on se fait humilier. Imaginez, vous voulez postuler à un emploi, vous arrivez. Bonjour, bonjour. Ah, vous avez le crâne rasé, collabo. Allez, ciao. Voilà, elles vont être totalement persécutées. Pareil, les enfants de ces collabos, justement, de ces femmes collabos, pareil. Vous imaginez quand la mère, elle va venir chercher son gamin. Ah, vous avez vu le petit là, sa mère était une collabo. Et du coup, les enfants vont se dire, ah mais ça se trouve l'enfant c'est un connard aussi. Et du coup, bah après ils vont s'en prendre à l'enfant. Enfin, vous voyez, la haine mène à la haine, comme dirait Maître Yoda. Mais voilà, c'est pour ça que cette haine qui va se déverser sur ces femmes vont complètement les traumatiser. Non bon. Donc voilà pour cette punition des collabos. Alors je vois que ça fait déjà 35 minutes de vidéo, ce qui est déjà pas mal. La prochaine fois justement on fera le thème 3, donc punir les politiques cette fois, avec notamment le jugement de jugement, donc celui de Pétain ainsi que celui de Klaus Barbie. Et on verra comment est-ce qu'on punit justement ces criminels. Sur ce, juste deux derniers points. Ou non, un dernier point, je vous en parlerai dans une autre story. Dans une story Insta pour les CCF. Juste un point, j'ai corrigé vos copies. Et avec ça, donc j'ai mis les points bonus. Je vais les mettre, je vais vous envoyer en lien sur École Directe. Et voilà, tout est expliqué dedans, comment ça marche. Donc vous avez des points bonus, vous les utilisez pour n'importe quel contrôle, hors gros contrôle, genre bac blanc, bac, etc. Vous les utilisez quand vous voulez, et vous me le dites à la fin du semestre. Donc là, ça devrait être le 22 juin. Mettons, je dis une connerie, vous me dites oui, donc je voudrais que vous me mettiez un point pour ce contrôle, un point pour son contrôle et un troisième point pour ce contrôle. Voilà, c'est tout simple. Mais ça, de toute façon, vous allez voir, c'est marqué dans le comment ça marche, juste en dessous du tableau. Et voilà. Bon, oui, le CCF, j'en parle maintenant. Oui, je vais en parler en double. Donc pour les CCF, certaines m'ont rendu déjà des choses, je les ai corrigées. Donc c'est pourquoi n'hésitez pas à me donner vos CCF, à me montrer ce que vous avez fait, de manière à ce que je puisse vous dire ça c'est bien, ça c'est vraiment pas bien, parce que certaines d'entre vous justement m'ont rendu des choses, il y avait des erreurs. Je leur ai dit de les corriger, elles les ont corrigées, voilà, tout va bien. Mais n'hésitez pas justement à me donner vos CCF et aussi à me dire si vous avez des petites erreurs d'idées ou des idées qui viennent pas, tout ça. Je peux vous en fournir des idées. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais dites-le moi, parlez-moi. Et sur ce, bah, j'espère que vous allez bien et que tout va bien. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des problèmes, tout ça, si vous voulez en parler, il n'y a pas de souci. Et sur ce, bah, je vous souhaite une bonne journée ensoleillée et je vous dis à bientôt. Bonne journée.